stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello. Hello à tous, je check le son un petit peu voir si ça marche. Ça semble être ok. Parfait. Salut tout le monde. Salut Speed, salut Christophe, salut Laurent, salut... C'est dur à dire ton pseudo F-O-L. Je vais t'appeler O-L du coup. Salut à tous. Bon ben, on va attendre peut-être un tout petit peu, on va mettre en place les trucs. Hello Richard. Ok, cool, c'est bien si vous m'entendez. Parfait. On va reprendre un peu ce qu'on a fait hier, hein. Très bien. Alors. Ok, Flo. Bah, je vais essayer de retenir. Super. Hello Bénédicte. J'attends un petit peu avant de commencer, hein, histoire que tout le monde se connecte. Laurent, j'ai loupé la session d'hier. Non, mais t'inquiète pas, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait hier. Tu as les... Ah oui, annonce à vous faire. Faut aller s'abonner à la chaîne VOD, du coup, que je mettrai en description. J'aurais dû la mettre en description là, d'ailleurs. Mais vous avez une deuxième chaîne maintenant qui est dédiée aux rediffusions sur lesquelles je remets les lives. Faut que je me réveille un peu, hein, je vous le dis. Salut Pierre. Tu vas faire des lives tous les matins du lundi au vendredi. Écoute, on va essayer, hein. Je pense que il y aura des jours que je vais sauter sûrement, mais je vous préviendrai de toute façon. En tout cas, ça me motive bien pour l'instant. Je vois que vous avez un bon feeling avec le live, donc c'est cool. On peut t'inviter sur LinkedIn au fait, Hugo, ou tu préfères que ça reste plus perso comme ton Facebook? Non, justement, LinkedIn c'est très bien. Sur Facebook, je réponds pas aux invitations et aux messages en général. LinkedIn c'est bien comme c'est pro, il n'y a pas de souci. Bon, dans une minute, on va commencer, je pense. Et on a ouvert le Discord, du coup. Il y a certains qui veulent peut-être un petit peu le gérer, un petit peu le modérer. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, on verra juste après. Mais bien sûr que je vous donnerai des privilèges pour ceux qui veulent. Mais je vous mettrai le lien. Est-ce que je peux vous mettre les liens tout de suite d'ailleurs? Je suis pas sûr que je peux changer en cours de route. Bon, écoutez, je vous mettrai les liens dans la rediff et puis de toute façon, je ferai une vidéo ce week-end normalement pour la semaine prochaine, donc je vous mettrai les infos dedans aussi. Ok. Bon, bah on va commencer. Si jamais je referai un petit état des lieux un peu plus tard pour les retardataires. Alors, hier nous nous sommes arrêtés. On est toujours dans la conception de l'application plateforme club de dev pour vous permettre d'avoir des outils pour mieux apprendre, d'avoir une communauté pour discuter, échanger, et pour moi, pouvoir vous proposer du contenu un peu plus premium. Et on s'était du coup arrêté à la réponse aux fonctionnalités qu'on avait données. Donc pour reprendre un petit peu, vous inquiétez pas, hein, je vais zoomer après sur la mind map. Là, c'est juste pour moi, pour regarder ce qu'on avait fait un petit peu. J'exclus pas de travailler de temps en temps un petit peu de mon côté dessus, hein, donc je vous ferai à chaque fois
un petit récap si jamais c'est le cas. En tout cas, je crois qu'on avait rempli à peu près toutes les réponses aux fonctionnalités. Donc, peut-être qu'on va passer à du wireframe aujourd'hui, si c'est possible. Alors, avoir un système de préévaluation. Ouais, on avait quand même pas mal avancé. C'était hier, hein, mais... Alors, avoir une interface. Ouais, au final, on avait pas mal avancé. Bah écoutez, on va peut-être passer au wireframe du coup aujourd'hui. Alors, pour le wireframe, on va utiliser Adobe XD. Normalement, je dois avoir un fichier dans lequel j'ai Ah bah super, si XD se lance pas. Ah non. Ah non. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je me connecte. Ah. Je vous mets en confidentiel juste un instant. Alors, Adobe XD. Ok. Je vous reprends dans 2 secondes, je vérifie juste mon fichier. Ok. Et on avait bien 2 tailles définies. Ok. Alors, je vous remets. Voilà, c'est bon. Du coup, Adobe XD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel de prototypage d'applications, de sites, etc. que j'utilise personnellement pour le travail et personnellement pour les projets perso. Et c'est pas mal parce que ça va nous permettre de définir, par rapport aux réponses aux fonctionnalités qu'on a données ici, ça va permettre de définir un wireframe. Donc un wireframe, ça va être en gros un croquis de ce à quoi pourrait ressembler la plateforme. Et ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais mettre sur un deuxième bureau. Comme ça, je pourrais switcher facilement entre les deux. Voilà. Tac. Ok, parfait. Alors, ça, c'est le fichier sur lequel j'ai déjà quelques éléments graphiques, mais rien d'ultra probant. Du coup, ce qu'on va faire surtout, c'est nettoyer un tout petit peu le truc. On va essayer de récupérer juste les canevas, c'est-à-dire la version mobile, la version desktop, pour pouvoir faire les wireframes dans les deux modes, on va dire. Donc je vais juste récupérer. Alors je vous le dis, je vais juste copier. Hein. Ce sera sûrement un peu le bazar sur ce fichier-là, mais c'est pas très grave. Alors. Donc je vous montrerai aussi au fur et à mesure la manière que j'ai de gérer le responsive. Parce que c'est là où ça devient intéressant aussi pour vous de voir comment est-ce qu'on peut gérer bien le responsive. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas paramétré sur cette session avec Chrome, je crois. Mais normalement, en fait, je prédéfinis moi-même des tailles. J'utilise pas forcément les tailles qui sont prédéfinies dans Chrome pour le responsive. Je me fais vraiment mes tailles perso. Et voilà. Du coup, on va avoir nos petits trucs. Alors, je sais pas encore ce que je vais utiliser comme type de layout pour l'application. J'ai fait un projet récemment dans mon taf régulier, quoi. Et c'était vachement cool parce que on avait repris le Material Design Backdrop. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, si vous connaissez pas Material Design, je vous invite à aller voir parce que c'est une super base si vous voulez vous initier au design d'application, étant donné que c'est en gros une équipe de Google qui a posé, on va dire, des guidelines sur de l'UX, de l'UI. Et c'est super intéressant parce qu'ils vont vous donner des tailles à respecter, des ombres à respecter pour avoir tel effet. En gros, le principe du material design, c'est d'avoir ce côté matériel. Donc avec, eux, ils parlent de feuilles. En fait, c'est comme si on avait des feuilles qui s'imbriquaient les unes avec les autres. Et donc, il y a tout ce système-là. Vous connaissez forcément, en fait, si vous avez
Android, puisque Android est basé sur ce système-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Material Design, c'est pas forcément toujours ce design-là assez basique avec la barre de cette couleur, le machin comme ça. C'est un design qui peut être très très personnalisable. Il me semble qu'il donne même des exemples à la fin. Alors là, c'est le backdrop, hein. On est sur la question du backdrop. Donc, ce qu'ils appellent le backdrop, eux, en fait, c'est une. Alors, est-ce que ça, c'est ce qu'il faut faire? Ouais. En gros, le backdrop, c'est. Non, alors, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre d'afficher du contenu contextuel, en fait, euh, sans prendre une place et en ayant un aspect assez élégant, sans prendre une place folle. Je vous aurais bien montré le projet que j'ai fait en interne, mais il faut que je l'anonymise d'abord, donc je pourrais pas vous montrer ce matin. Est-ce que... Oui, voilà. En gros, si vous voulez, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que on va avoir une feuille principale qui va glisser comme ça. Alors, même... Alors, je vous reprends un petit peu dans le chat. Je savais même pas que tu avais des tailles de base dans Chrome. Je fais mes breaking points où j'ai besoin à chaque fois. Salut. Mais à quand les lives sur Twitch? Un jour, les lives sur Twitch. Je suis en fibre à Paris et j'ai pas mal d'interruptions dans les lives hier. C'était pareil. C'est un framework ou des guidelines? Ok, je reprends un peu toutes vos questions. Alors, Split, pour le responsive, moi je travaille d'une certaine façon. C'est-à-dire que je vais définir des tailles d'écran sur lesquelles il va y avoir des gros changements. Typiquement le mobile, la tablette, le desktop dans sa forme la plus petite. Et en fait, je travaille pas en pixels personnellement. Je travaille que avec des unités relatives, ce qui me permet d'avoir un effet en fait de scale, donc de mise à l'échelle progressive des éléments, quelle que soit la taille. Donc je sais que de toute façon, j'aurai ce comportement-là en mobile, parce qu'il y a toujours des choses très différentes à gérer en mobile. En, en tablette, ça va être un peu un entre-deux, mais en général, on va se rapprocher plus du comportement mobile. Et puis en desktop, on va avoir vraiment quelque chose qui est très différent en général. Et voilà, attendez, je vais vous mettre en confidentiel, je vais vous montrer juste, je vais juste nettoyer un tout petit truc du fichier Adobe XD. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait, en gros. Je sais pas si je vais réutiliser ça, hein. Je vais juste l'anonymiser très rapidement. C'est la maquette. Il y en a pour 2 secondes, hein. Et en attendant, je vais répondre. Alors, je suis en fibre ici à Paris. Et j'étais... Ah, je suis désolé si ça bug un peu. Je crois que pour les autres, il n'y a pas de bug. Donc malheureusement, je ne sais pas d'où ça peut venir. Et c'est peut-être de changer de navigateur. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu, il s'est passé un truc assez grave, hein. Il y a eu un incendie chez OVH. Leurs serveurs ont cramé. En tout cas, une partie des serveurs. Et sachant qu'OVH, c'est sûrement le plus gros hébergeur français, bah ça fait flipper parce que je pense qu'il y a des boîtes qui vont peut-être pas s'en relever. Et peut-être qu'OVH ne va pas s'en relever non plus. Espérons pas pour eux parce que on ne veut pas le malheur des gens, hein. J'espère que ça arrangera pour eux aussi. Alors, j'en ai pour un petit instant. C'est un framework ou des guidelines? Alors, c'est des guidelines, c'est pas un framework. C'est-à-dire que c'est des guidelines qui sont parfois implémentés dans des frameworks. Donc, par exemple, si tu regardes Flutter, tu vas avoir du material design, tu vas avoir des éléments des widgets material design, mais tu ne vas pas être obligé de suivre le design à 100%. Tu peux très bien te, te l'approprier et faire ce que tu veux avec. C'est surtout une philosophie, on va dire, donc oui, des guidelines plutôt. Euh, En ADSL, très petite ville bretonne, ça passe très bien aucune coupure. Ah, mais c'est parce que la Bretagne, c'est, c'est de la frappe. Ah oui, toute la journée. Ouais, ouais, il y a eu des... Ouais, c'est chaud hein, pour OVH là. OVH, c'est pas la première fois qu'ils ont des trucs dans le genre. Ouais. Content de te revoir, j'ai l'impression d'être à l'école avec mon cours de 8 heures. Bah, c'est cool si ça vous plaît. Ça se trouve pas aussi dans le framework Materialize? Ah, bah, c'est fort possible vu le nom. Alors après, des fois, tu vas avoir des frameworks type Material, Vue Material par exemple, ou Vuetify, tu vois, qui vont être des frameworks plus d'UI et qui... Ah, je vous remets le... Je suis désolé, je vous remets l'écran. Voilà. En fait, tu vas avoir des... là, je crois que c'est plus un thème Vue Material.
mais ça va reprendre en gros les guidelines de matériel. Tu vas avoir Beautify pour Vue. Et avec, il y a aussi des plugins pour Nuxt et tout, c'est cool. Et en fait, là, bah, tu vois, ça reprend stricto sensu la philosophie matérielle. Ça, c'est du matériel. Par exemple, si on regarde un peu la doc rapidement, tu vas voir que dans les composants, bah, tu vois, il te propose d'utiliser tout ce qui a été défini en matériel, mais c'est du matériel très très brut. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec Beautify, c'est que dès que tu vas vouloir vraiment personnaliser très profondément, ça va te prendre du temps en fait d'aller trifouiller dans les fichiers de config, etc. C'est faisable, hein, mais moi je préfère du coup prendre le temps de faire moi-même mon kit UI tranquillement. Alors. Hmm. Ouais, Maxime, OVH Strasbourg, c'est 3,6 millions de sites hébergés. Ouais, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Bénédicte, j'ai vu pour OVH qui voulait entrer en bourse, justement avant-hier, je me posais la question OVH ou Planet Hoster. Ah bah là, si tu veux soutenir OVH, vas-y, mais euh, la question se pose en tout cas. Je crois Material UI pour React marche aussi. Ouais, bien sûr, pour tous les frameworks, en fait, tu vas toujours retrouver une bibliothèque qui implémente Material. C'est le design le plus utilisé en final, hein. Bonjour, est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir pour les personnes qui se forment en JS, React, Node.js? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est sûrement la stack la plus recherchée actuellement. Et faut te dire un truc, c'est que si c'est recherché actuellement, c'est que c'est utilisé actuellement et que donc du coup, ben, forcément, tu auras de la demande sur des années. C'est obligé. Après, c'est sûr qu'à un moment, ça va être supplanté par une autre techno, mais bon. Alors, au boulot, on fait 1 heure de self-improvement IT. J'ai proposé de faire une mini presse sur le mobile alors que je n'ai jamais touché. Bah pourquoi pas? Faut sortir de sa zone de confort, hein, faut pas hésiter. Plus de problème après les activations de l'extension Enhancer for YouTube, qui n'enhançait pas du tout ce live. Ce live est déjà enhancé naturellement. OVH, ça n'aurait jamais dû arriver avec le nombre de protections qu'il y a des data centers. Bah apparemment, ils n'ont pas fait de backup si tu n'avais pas d'option pour avoir un backup. Donc c'est un peu dommage pour eux. Alors, du coup, comme je vous montrais, je vous ai pas montré du coup, mais voilà, j'ai anonymisé un petit peu le projet là que on avait fait. Voilà comment moi j'avais mis en œuvre dans ce projet-là le layout d'une application qui se baserait sur du backdrop. Donc c'est vraiment, on récupère vraiment le même fonctionnement. On va avoir toujours cette front layer sur laquelle on va avoir un titre avec parfois un bouton contextuel. Je vais vous zoomer encore un peu plus. Voilà. On va avoir des boutons d'action contextuels, un logo au milieu en général, donc là je l'ai enlevé, et on va avoir ce menu hamburger, tout ce qui va être contextuel, encore une fois. Donc contextuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être quelque chose en rapport avec l'écran sur lequel on est. Donc typiquement, si vous voulez créer une nouvelle entité, créer une nouvelle chose, c'est là où ça va se passer. Et à partir du moment où on va cliquer, par exemple, que ce soit un bouton contextuel ici ou le menu hamburger, on va avoir cette page qui va descendre comme ça, cette front layer qui va descendre et qui va afficher son contenu juste en dessous. Du coup, en desktop, l'équivalent, c'est que ça va ressembler un peu à ça. Donc pareil, on va retrouver à chaque fois le logo ici, hein, et on va avoir ces menus-là. Donc moi, j'avais fait un truc un peu cool où la front layer en fait se décalait aussi pour afficher les intitulés des menus. Si je devais faire une V2, je le ferais pas comme ça. Je mettrais juste l'intitulé sous les icônes. Je pense que ça marchera mieux. Mais on retrouve le même fonctionnement et on voit qu'en fait c'est analogue, c'est juste une version un peu différente. Dans le sens où là, les boutons contextuels qu'on va avoir ici, en fait, correspondent aux boutons contextuels qu'on va avoir ici. Typiquement, là, ça pourrait être créer un nouveau dossier, ça pourrait être modifier les informations, quelque chose, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose en rapport avec la page actuelle. Et du coup, ça se matérialisait comme ça dans le truc. Si j'ai le temps, j'anonymiserai le projet réel et je vous montrerai en condition à quoi ça ressemble. Alors. Speech, je me posais la question, est-ce que les backups, c'est pour les bases de données? Parce qu'en soi, les sites sont sur des repos, en dehors des sites WordPress. Peut-être, je sais pas du tout. J'espère pour eux. Encore une petite question avant que j'aille en cours. Tu conseilles quoi niveau mindset, habitude à prendre pour s'entraîner et s'améliorer pour faire ces algos de site? Moi, quand j'ai un problème à régler en algorithme, j'essaie toujours de le transposer dans un cas concret de la réalité. C'est-à-dire que je vais imaginer qu'est-ce que ce serait dans la réalité. Qu'est-ce que ce serait? Ce que ce serait dans la réalité.
C'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, pour ceux qui ont la référence. Je vais imaginer à quoi ça ressemblerait en vrai, avec des éléments de la réalité, et je vais essayer de résoudre le problème d'abord dans la réalité, et ensuite voir en code comment je le traduirais. En général, je fais comme ça. Mais je vous ferai une vidéo. J'ai une vidéo sous le coude pour les 10 000 abonnés, si ça arrive un jour, j'espère. Où je ferai justement un parallèle comme ça avec quelque chose de drôle, mais je réserve la surprise pour ce moment-là. Ok, alors je vous ai un peu montré à quoi peut ressembler. Je n'ai pas l'autorisation, bah, super. Ah oui, je ne l'ai pas mis dans le même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer sous et on va le récupérer. Où est-ce qu'on va l'enregistrer? Non, je veux pas que ce soit un document en ligne. Ah, d'accord, je sais pourquoi. Enregistrement local. Je vais le mettre sur le bureau puisqu'on va l'utiliser tous les jours. Alors. Donc, comme je vous disais, ça, c'est le système backdrop de Material Design. La question, c'est, aujourd'hui, moi, j'ai déjà un layout qui est fonctionnel, que j'ai fait sur Nuxt, qui fonctionne comme ça. La question, c'est, est-ce que je vais le réutiliser pour ce projet-là? Quand j'ai fait mes petits mock-ups, je me suis basé sur ça. La question, c'est à quel point on va avoir besoin de menus contextuels pour faire le projet. Je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça, à mon avis. Et je ne sais pas si c'est le mieux à faire. Ça n'aurait de sens, on va dire, que pour le burger et pour peut-être afficher son profil. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On va peut-être partir du fait qu'on va le faire, parce que j'ai déjà le layout et que du coup, ça va peut-être accélérer le développement. Je pense qu'on va essayer de le faire. Mais de toute façon, pour l'instant, on n'en est pas encore à ce point-là. On va surtout faire nos petits wireframes. Alors, on va toujours commencer par le faire en mode mobile. Donc, c'est ce qu'on appelle le mobile first, le mobile avant tout. Et c'est important parce que, si vous voulez, quand on va réussir à faire son wireframe sur mobile, c'est obligé qu'il va être transposable sur desktop, puisque la problématique du responsive, c'est pas tant la taille des éléments que le nombre d'éléments et leur disposition. À partir du moment où on va avoir des éléments prédéfinis, on va dire en mobile, on sait qu'on va pouvoir très facilement les afficher d'une autre manière en desktop et que la taille, ça va pas être un critère problématique. Alors. On fait un meet-up pour les 10 000 abonnés? Je sais pas, on verra peut-être. T'as 50 vidéos de prévues? Non, j'espère que t'as tout noté. Ah ouais, j'ai un fichier comme la mind map. Exactement comme ça, avec... je vous la montrerai de loin si vous voulez un jour. Avec plein d'idées de vidéos. Mais n'hésitez pas sur le Discord qu'on a ouvert à proposer des idées de vidéos que vous voudriez voir. Parce que forcément, la chaîne, elle est faite pour vous. Donc si vous avez envie de voir des choses particulières, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous remettrai... vous l'avez dans l'onglet communauté. J'ai fait un post hier sur lequel vous avez le lien. Mais n'hésitez pas du coup à aller voir l'invitation et à rejoindre le Discord. Alors, jamais fait de mobile first. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Du coup, si on regarde un petit peu les éléments, je vais reprendre un peu ce que j'avais fait quand même, et je veux surtout récupérer la taille d'abord de mon header. J'avais fait un header de 56. Donc je travaille toujours, si je dis pas n'importe quoi, normalement j'ai dû le faire comme ça, 3,5. Ouais. En gros, je travaille toujours avec des REM, donc c'est ce qu'on appelle une unité relative, qui va se baser en gros sur la taille de police définie par l'utilisateur à la racine du site. En fait, si vous voulez, c'est en général dans les sites, la taille, on va dire, normale de la police, ça va être 16 pixels. Du coup, un REM, ça va être 16 pixels. La différence avec le EM, c'est que le EM va être relatif, ça va plus être un REM égale 16 pixels, ça va être un REM égale la définition de la taille d'une police à l'étage juste au-dessus, en fait, dans la hiérarchie. Le REM, c'est pour root, ça veut dire, donc c'est-à-dire à la racine du style, et ça va utiliser du coup 16 pixels si on a défini nous-mêmes que un REM égale 16 pixels. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en fonction de la taille d'écran, on peut dire à tel breakpoint, un REM n'égale plus forcément 16 pixels. Je vous montrerai ça dans le futur, vous inquiétez pas.
Alors, il y a un Discord du coup. Ouais, il y a un Discord. Est-ce que vous voulez que je vous mette dans le chat le lien du Discord, à la limite? Je vais vous mettre dans le chat le lien du Discord. Je vais vous faire une petite invitation. Alors, un instant, je vous mets juste en mode confidentiel 2 secondes. Alors, le Discord. Tac, tac, tac. Normalement, je l'ai fait. Je dois pouvoir le récupérer dans le poste de communauté. Je vais juste récupérer rapidement ça. Je vous le mets dans le chat, mais vous inquiétez pas, hein, vous l'avez aussi dans les posts communauté, justement. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Je vous copie le lien et je vous le mets dans le chat. Voilà. Comme ça, vous pouvez rejoindre. Parfait. Alors, je vous remets du coup en mode pour visionner. Voilà. On est de retour. Alors. Pardon, excusez-moi si je tousse un petit peu, c'est le matin. J'utilise tout le temps le REM. Bah oui, le REM, c'est génial. Plus fan des VH et VW. En fait, c'est pas la même utilité, VH et VW. VH et VW, ça va te donner une unité relative aussi, mais ce sera toujours relatif à la taille, à la largeur ou à la hauteur. Et en fait, c'est un peu imprédictible, comme tu sais pas sur. Il faut toujours penser au fait que tu vas avoir des éléments qui vont s'agrandir et se rétrécir entre les tailles d'écran que tu auras définies, entre les breaking changes. Donc, si tu penses pas à ça forcément à l'avance, ça peut poser problème si tu utilises que des valeurs relatives à la largeur de l'écran. Surtout que bah, des fois, il va y avoir des devices en mode portrait ou en mode paysage, alors que le REM, tu vas te baser sur quelque chose qui est plus global, qui va être partagé entre plus de devices, on va dire. La plupart des éléments, enfin des devices utilisent 16 pixels de base en REM, et comme je te dis, de toute façon, tu le déclares au début. Je ne comprends pas le VH et VW. C'est pour les divs plutôt que je les utilise. Et c'est là aussi où ouais, bah oui, mais c'est là où il faut shifter un peu sa manière de voir le responsive. En gros, j'ai une règle que je suis, moi, perso, et je vous ferai une vidéo sur le responsive, de toute façon, c'est sûr. Mais moi, j'ai une philosophie, c'est de me dire la largeur va être définie par la largeur de l'écran, mais la hauteur d'un élément va être définie par la taille du contenu. Donc, je vais jamais définir la hauteur d'un contenu, sauf si vraiment je suis obligé. Mais une div, je vais jamais spécifier sa hauteur. Je vais toujours spécifier sa largeur. Et sa largeur, en général, je vais jamais la spécifier explicitement. Je vais toujours, en gros, utiliser du padding dans son élément parent. C'est-à-dire que, je vais vous faire une mini démo, au lieu de dire bah, je vais faire quelque chose qui fait 95 VH, par exemple, comme ça, enfin ça fait peut-être VW, pardon. Donc VW, c'est la largeur de l'écran à l'instant T. Et d'ailleurs, ça peut changer. Enfin, c'est pas quelque chose de fiable, faut pas se fier dessus. Enfin, faut pas s'y fier. Euh, Là, je vais avoir un truc qui fait 95 VW, par exemple. Le problème, c'est que bah, si j'agrandis mon écran, je sais pas quel comportement je vais avoir forcément, enfin si je sais ce que je vais avoir, mais surtout c'est trop dépendant de ce qui se passe au-dessus. Alors que si on réfléchit en mode padding, eh ben, je vais savoir que mon layout principal, il a un padding par exemple de 16 pixels, et que tous les éléments que je vais mettre dedans vont avoir, donc un REM hein, quand je dis 16 pixels, et tous les éléments vont être margés à ce niveau-là, et quoi qu'il se passe, en fait, j'aurai toujours cet espace-là quoi qu'il se passe. Donc il faut plutôt le voir comme ça. Et pareil, si je remets un élément à l'intérieur et que je lui dis, bah, celui-là, il va faire 50% de la largeur de l'élément premier, très bien. Mais si je fais ça, bah, ça va être difficile de gérer l'espacement ici parce que je vais devoir dire, ah, bah, ça fait 50% moins un REM. Non, c'est bête. Autant mettre un padding de 1 REM et après placer les choses. Donc, il faut toujours penser comme ça. Genre, je crée un conteneur et je crée son padding à l'intérieur pour pouvoir bien contenir mes éléments. Et il faut pas utiliser trop de pourcentages et les VH, c'est des pourcentages. Hein. Essayez de toujours
voilà, contenir les éléments et que ça ait un sens, en fait. Voilà. Alors, on a tous des écrans différents, ouais, c'est sûr. C'est surtout une question de résolution après, plus que d'écran. VHVW, c'est mieux pour gérer les blocs, div et autres. VW, c'est un peu comme les 50%, 60%. Ouais, c'est ça en fonction de la. Ouais, c'est ça, c'est des pourcentages. Les pourcentages, c'est une horreur quand tu zoomes et dézoomes. Exactement. Et en plus, c'est ça le truc, c'est que demain, moi, dans mon navigateur, j'ai mon site comme ça. Si je fais ça, je peux te dire que le comportement, il va être bizarre avec des pourcentages. Alors que si j'ai utilisé des REM, le zoom, en fait, là, que vous voyez, c'est ça. Hein. Le zoom, ça augmente la taille de la police à la racine. Donc, autant utiliser ça. Comme ça, au moins, on est safe. Ok. Bon, du coup, on va continuer un petit peu. Et j'avais dit que ça faisait, du coup, 56 pixels. Donc, je sais que 56 pixels, ça fait 3,5 REM. J'ai fait le petit calcul. Donc à chaque fois quand vous voulez transcrire en REM, quand vous avez besoin quand même de vous baser sur quelque chose sur des pixels, bah, tout simplement vous faites votre valeur en pixels divisé par 16 et vous allez obtenir le nombre de REM. Peut-être que ça fait... Je sais plus si ça faisait 58. Bon, en tout cas, on va 56, j'avais dit. Je vais voir comment ça fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, 56. Du coup, alors moi, j'ai une manière d'organiser les choses, j'appelle ça le Elmer Design, ça me fait rire. Je sais pas si vous, quand vous étiez petit, vous aviez ça, mais il y avait un truc qui était Elmer l'éléphant. Voilà. Elmer l'éléphant, qui était un éléphant comme ça, qui avait plein de couleurs. Et qui... en fait, j'utilise un peu une technique qui ressemble à ça, je vais vous montrer après, pour débugger mes designs en général, et surtout quand je fais mes wireframes. J'aime bien en fait créer des gros blocs de couleurs qui ont tous une couleur différente et qui permet bah, après de les visualiser très facilement. Alors, pour les 4K, un de mes évaluateurs qui bosse sur un très grand écran m'a conseillé de tout mettre dans une div container et limiter sa taille par exemple à 1440 pixels. Hmm. Tu peux faire ça, mais c'est dommage aussi parce que si tu veux une personne qui a un écran 4K, pourquoi limiter celle qui a un écran 4K? C'est 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 là où il y a une erreur à ne pas faire, je pense. C'est de se dire, ah bah pour l'instant, de toute façon, la majorité des gens ont un écran 1080p, au max 1440. Bah ouais, mais dans 5 ans, tout le monde aura des écrans 4K, voire plus. Donc il faut penser à ça. Et avec la technique que je vous donne d'utiliser plutôt du REM, bah, vous allez voir en fait que plus vous allez étendre la fenêtre, plus ça va s'agrandir. Et au final, bah, ça aura le même aspect sur toutes les résolutions. Mais vous verrez ça en détail un peu par la suite, vous inquiétez pas. Un vrai stream divagué, stream de qualité. Ouais, ce matin, je suis un petit peu fatigué, donc ouais. Détente, tranquille. Alors, FC Elmer Design. Eh oui, Elmer. Donc Elmer, je vous montre. Donc on fait des gros carrés, comme ça, on fait des gros rectangles, et on leur donne une couleur bien dégueu, histoire de bien les visualiser. Donc là, je sais que cet espace-là, il va être réservé à mon header. Donc le header, en général, je l'appelle en mobile top bar, parce que ça a un peu plus de signification. Pareil, si on transpose ensuite sur le desktop, on va essayer de garder la même hauteur maximale. Comme ça, en fait, moins on va modifier les éléments entre les tailles d'écran, plus on sera tranquille. Je sais plus si j'avais gardé la même. Je l'avais même agrandi un petit peu, je crois. Je vais juste vérifier ça. Je l'avais agrandi à... Ah non, 56. Mais alors, est-ce que là, j'avais mis 56? C'est ça la question. 50... 54. Bon, bah vous voyez, ma maquette, elle est un peu foireuse, du coup. Enfin, elle est pas foireuse, mais elle est un peu... Voilà. Elle est un peu voilà. C'est un bout de maquette qui date un peu de toute façon. Du coup, ce qu'on va faire, on a notre header ici, on a notre top bar ici, celle-là on va l'appeler juste header. Et vu qu'on va être sur une application type bureau, entre guillemets, enfin type bureau, c'est pas
C'est pas un site internet, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on va être plutôt... Enfin, c'est un site, mais c'est pas une application vitrine site web, c'est une application avec des fonctionnalités, etc., etc. Donc du coup, on va être plutôt... on va pas faire un footer, on va pas faire tout ce genre de choses, et c'est là où je pense que c'est pas mal peut-être d'utiliser quand même le design que j'avais fait là. Donc on va récupérer, on va se baser pour l'instant là-dessus, et on va récupérer le fonctionnement. Voilà. On va récupérer ici aussi. Tac, que j'avais prévu à cet endroit-là. Alors, je vais prendre la version light plutôt. Voilà. Et du coup, on voit qu'on va avoir un autre élément sur le desktop ici, qui va être le menu. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut donner des couleurs analogues entre les différents éléments si on veut signifier qu'ils font partie du même truc. Donc par exemple, là, je sais que je vais avoir un menu hamburger, ou en tout cas un bouton hamburger. Du coup, on va lui donner une taille de 24 pixels. Donc 24 pixels si on fait le... Alors j'aurais pas dû choisir du rouge 1,5 REM, hein, vous voyez. J'aurais pas dû utiliser du rouge parce que du coup je vois pas mes règles de placement. Et vous savez quoi, on va récupérer pour l'instant aussi ce qu'on a fait là, parce que je trouve que c'est plutôt cool, et surtout si on se base sur le même design. On pourrait même partir sur ça en fait, hein, je me dis au final. Mais bon, on veut surtout avoir quelque chose de graphique de base. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce qui va se passer Attends, je réponds un petit peu à vos questions. Tu utilises le REM également pour tes paddings et margins? Ouais, en général j'utilise un REM du coup pour globalement, et si j'ai besoin d'avoir quelque chose de très serré, ben, je vais utiliser 0,5. On dirait les premiers exercices de CSS avec les divs. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Appliquer un bon background color red. Moi, je fais ça en général, je mets background color à un truc immonde et en fait, je le mets en conditionnel debug et comme ça, genre, il s'affiche si je veux faire du debug. Tu vas utiliser quoi pour le back? Je crois qu'il faut du node. Qu'il fait du node. Ouais, ce que je vais utiliser pour le back, je pense que je vais utiliser des trucs qui sont assez cool. Je vais la base de données, je vais sûrement la faire avec un truc qui s'appelle dgraph. Je vous montre. Qui est une base de données native GraphQL qui permet de... Bon, c'est des graphes, quoi. Ça permet d'avoir une base de données, c'est pas du SQL du coup pour la déclarer, ça va être du GraphQL, enfin un langage adapté GraphQL. Et c'est vachement bien parce que c'est pas trop cher si je veux la faire héberger sur le truc. Et par-dessus ça, je vais monter un serveur Apollo, du coup, sûrement dans une fonction lambda ou une Cloud Function, je vais voir. Et par-dessus, je ferai une authentification avec Firebase et un storage Firebase aussi, je pense. Voilà. Je sais pas encore, c'est pas encore ultra défini, mais je pense que c'est ce que je ferai. Du coup, si on revient là, avoir un ensemble de projets à réaliser. Donc peut-être on va commencer par ça, par l'interface de projet, qui je pense est la principale. Et on va revenir sur notre petit Adobe XD et on va dire interface. On va faire d'abord interface base, comme ça on l'a toujours. Et on va pouvoir la copier, du coup. Voilà. Je vais sûrement pas, pour l'instant, bien nommer mes calques, mes machins et tout. Hein. Donc, ne criez pas si c'est un peu le bazar. Alors, le premier truc, ça va être interface projet. Donc peut-être même on devrait penser à une interface d'accueil plutôt. Est-ce qu'on arrive directement sur les projets ou est-ce qu'on arrive directement sur une page d'accueil avec une sorte de portail pour accéder aux différents éléments? C'est peut-être mieux. On va faire une interface d'accueil d'abord. Accueil. Comme ça, on peut avoir un élément, on va dire, de news, un petit récap, si on veut, de ce qu'on a fait, etc.
Alors, pourquoi tu fais tes lives quand tout le monde est en cours? Parce que moi, après, je travaille, en fait. Et du coup, je peux pas le faire à un autre moment, mais vous avez les rediffs, si besoin. Tu vas faire une page login? Ouais, la page login, mais ça va être quelque chose d'assez simple, hein. Page login, ce sera... Je récupérerai sûrement, du coup, ce que j'avais fait euh, pour un autre projet. Je vous montrerai, mais ce sera pas... C'est pas compliqué. Vous voulez qu'on fasse la page login? Ça va peut-être être un peu triste, hein, au début, la page login. Je pense qu'il vaut mieux faire d'abord l'interface d'accueil. Du coup, interface d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà définir des éléments avec... On va définir un élément carte, entre guillemets, qui a 16 pixels de padding. Voilà. Et alors, ce que je fais en général, je sais que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais c'est celle que je fais. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il fait bien ça. Cet élément carte, on va lui donner un petit round de... Du coup, ce serait 0,5 REM. On va, pour l'instant, lui donner une petite bordure comme ça, et on va lui mettre une petite ombre qui sera un peu plus prononcée, mais un peu moins blur, du coup, et qui serait... Voilà, c'est juste pour avoir un wireframe un peu moins moche quand même. Donc cet élément, ce qui est bien sur Adobe XD, c'est qu'on peut en faire un composant. Et ce composant, on va pouvoir le retrouver ensuite ici. Voilà. Et du coup, je vais l'appeler wireframe card. Et en gros, ça va être un élément qu'on va pouvoir réutiliser. Par exemple, si je veux en glisser un là, enfin, il ne faut pas que je le glisse à la place d'un autre élément. Mais voilà, je vais pouvoir le réutiliser ici à volonté. Donc, on va dire que sur la page d'accueil, la première chose, ce serait un élément, on va dire, de welcome, avec peut-être du coup les dernières infos très rapidement, hein, juste... Mince, j'ai fait un rectangle, il faut que je fasse un texte. News, etc. Voilà. Vous voyez, comme il y aura sûrement des mises à jour régulières, ce serait bien d'avoir un élément comme ça qui regroupe ces choses-là. Mobile first veut dire qu'on doit d'abord coder le responsive du mobile ou qu'on doit s'inspirer du mobile pour coder les éléments du HTML. En fait, pour l'instant, on n'est pas dans le code de toute façon. Donc, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que le mobile first, enfin si, on peut le voir, si tu veux, on peut le voir en mode code. Mobile first, ça va être bien sûr d'abord coder la partie mobile et surtout, c'est dans le moment où tu vas déclarer tes media queries en fait pour faire tes breakpoints, etc. C'est au lieu de dire enfin, au lieu de le faire dans le sens je fais mon desktop et ensuite je mets des points de rupture sur du coup, je crois que ça va être du at min, ça va être à minimum temps, bah ça va faire ça, à minimum temps, bah en fait tu vas le faire à l'inverse, tu vas faire au maximum ça va être ça, au maximum ça va être ça, et tu vas partir du mobile et tu vas mettre tes breakpoints dans l'autre sens en fait. Donc c'est ça plutôt mobile first, et puis après dans le design, bah, c'est faire comme on fait là, c'est-à-dire penser le design avant en mobile pour voir s'il s'adapte bien. Voilà. Donc on aurait par exemple un élément welcome, on aurait... faudrait qu'en gros là il y ait des accès rapides aux rubriques. Donc je sais pas encore. Encore une fois, on est dans du prototypage, donc il faut pas trop se dire ah ce sera comme ci, ce sera comme ça. Accès rapide aux rubriques, on va avoir aussi peut-être un récap perso. Voilà. Et du coup on serait pareil ici, sauf que les éléments seraient un peu mis en forme différemment. On pourrait avoir genre le récap qui pourrait prendre la place maximale comme ça. On pourrait avoir les éléments, un welcome ici, et puis les rubriques qui se suivraient les unes aux autres comme ça. Ça pourrait ressembler à ça, la page d'accueil. Encore une fois, c'est un wireframe, c'est très moche, mais c'est fait pour se figurer à quoi ça pourrait ressembler.
Alors, je débute tout juste en code, j'en suis encore sur du HTML, CSS, mais ce genre de maquette n'est pas censé être le taf de UI UX design, ou alors c'est aussi celui du dev. C'est celui de UI UX design. Après, quand tu es tout seul, bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, moi, j'aime bien faire de l'UI, j'aime bien faire de l'UX, donc c'est pour ça que je le fais. Mais de toute façon, imaginez que vous avez un projet perso, ou imaginez que vous avez, enfin que vous ayez un client qui n'a pas de maquette, qui n'a pas de design, et que vous devez bah, produire une maquette, produire un design. C'est important de savoir le faire, même un minimum. Et surtout en tant que dev, vous allez sûrement avoir Adobe XD pour vous ensuite reprendre les codes, reprendre euh, le design et pouvoir le naviguer, même si bon, il y a une interface web ensuite. Mais c'est important d'avoir une connaissance des outils, que ce soit Figma ou Adobe XD ou autre, hein, d'ailleurs. Euh, Même si oui, c'est le taf plutôt de l'UI UX. Mais moi, j'aime bien le faire. Et de toute façon, on est obligé de le faire puisque c'est un projet perso pour le coup. Yep, voilà, ouais. Désolé, je t'ai un peu. Je t'ai fait un long discours alors que tu avais compris bien avant, j'imagine. Alors, donc l'interface d'accueil ressemblerait à ça. On aurait ensuite, du coup, on va revenir un petit peu sur la mind map. On avait, du coup, voilà, accéder à un ensemble de projets à réaliser. Donc là, ce serait la page projet. Alors la page projet, c'est une page qui, à mon avis, soit on utilise le système de cartes euh, que je vous ai montré ici, pour les projets aussi. Et donc ce serait, en gros, si vous voulez, une carte qui serait spéciale comme ça. Soit on utilise une autre façon de le voir sous forme d'éléments plus gros. Sachant que ce que j'ai en tête, c'est que quand on ouvre une carte projet, ce soit pas la même chose que quand on ouvre une carte, qu'elle soit une carte exercice, notion, concept, etc. Donc, la question se pose, est-ce que pour l'instant on partirait pas sur en mobile une version, on va dire, qui ressemble aux cartes pour que ça puisse fonctionner, et en desktop avoir une version peut-être un peu plus augmentée. On va voir. Alors, déjà, je vais juste donner les éléments là. Welcome. Welcome. Et d'ailleurs, pour revenir sur le fait de faire un peu du UI UX quand tu es dev, déjà, c'est si tu es dev front, hein, plutôt. Mais surtout, si tu te fais embaucher dans une startup, il y a peu de chances qu'il y ait déjà un UI UX designer et tu vas sûrement être amené à le faire si tu bosses dans une startup. Souvent, on combine un peu les compétences comme ça. Du coup, on va être sur le projet. Projet. Je vous le dis, hein, si en fin de journée j'ai le temps un peu d'avancer aussi de mon côté, peut-être que j'avancerai un peu. Alors, tac. Tu es sur du maquettage? Ouais, je suis sur du maquettage. Exactement. Les cartes, c'est la vie. Ouais, ouais, ça marche bien. Bah, ça fait partie des choses de matériel, hein. En tout cas, que matériel a vraiment théorisé, on va dire. Du coup, en mobile, je pense que ce serait intéressant d'avoir un... Alors, est-ce qu'on le fait par langage ou est-ce qu'on le fait par roadmap? Ou est-ce qu'on fait les deux? Est-ce que ce serait pas intéressant de faire les deux? Mais sachant qu'en fait, si vous voulez, il y aura des projets forcément qui auront bah, des notions d'HTML, des notions de CSS, etc., etc. Donc peut-être que c'est pas judicieux euh, d'avoir un classement par langage. Ou alors on peut avoir un classement par langage, mais ça peut être une partie du tri, par exemple. Donc on peut se baser peut-être sur peut-être sur des niveaux, peut-être. Ça peut être intéressant de le faire en termes de niveau. On peut mettre par exemple débutant. Alors je mets un énorme titre comme ça, mais en vrai, ce serait plutôt comme ça. Tac. On va mettre niveau 1, parce que là, on va pas définir exactement. En mobile, je pense que c'est sympa. De toute façon, des projets, il n'y en aura pas non plus un milliard, on va dire, au début. Donc, est-ce qu'on ferait pas quand même une interface comme ça sur le mobile?
Je pense que si, peut-être, hein. On va essayer de faire plutôt ça. Du coup, on aurait comme ça, par exemple, les projets niveau 1, les projets niveau 2, et après, on aurait peut-être une option de tri pour afficher les projets qui contiennent du JS, les projets qui contiennent j'en ai mis deux, ah non, qui contiennent un langage ou un autre framework ou autre, etc. Mince. Bon, on va comprendre que c'est ça. De toute façon, c'est les projets, il n'y a que les projets. Et du coup, là, on se retrouverait avec quelque chose de similaire, sauf qu'on serait sur une forme plus gris. Comme ça. Encore une fois, c'est un wireframe, hein, on s'en fout que ce soit bien aligné, que ce soit propre, etc. Tac. Imaginons que ce soit quelque chose comme ça. Voilà. Un petit peu à la Netflix, en fait. J'ai de la chance du coup d'avoir un UX dans ma startup. Ouais, ça t'évite d'avoir à le faire. Mais franchement, après, faut avoir l'appétence pour le faire, quoi. Si on a envie de le faire, c'est bien aussi de pouvoir le faire. Moi, je suis content de pouvoir le faire. Quelque chose que j'aime bien faire. Quand tu vois les gueules des apps à mon taf, tu vois bien qu'on est des dev backend. Et c'est pour ça que les kits UI existent. Utiliser Tailwind, utiliser Vuetify, utiliser tout ça, comme ça fait au moins des sites potables. Est-ce que tu penses que le maquettage est indispensable? Genre même sur un site vitrine d'une page par exemple. Je suis un peu flemmard, j'ai tendance à passer au code direct. Et oui, je pense que le maquettage, c'est indispensable. En fait, si tu veux, quand tu vas coder, le problème c'est que tu vas devoir réfléchir à deux choses. Tu vas devoir réfléchir à ton code et tu vas devoir réfléchir à comment tu vas organiser les choses. Et tu vas forcément ne pas prévoir des éléments. Tu vas négliger certaines choses auxquelles tu aurais fait attention obligatoirement au maquettage. Et pour moi, c'est obligatoire qu'il y ait une maquette, obligatoire. Et je le sais parce que tous les projets qu'on a fait en interne, par exemple dans ma boîte, où on n'avait pas de maquette, on n'avait pas fait de maquette avant, et ben franchement, moi j'aime pas le résultat. Et ceux où on avait une maquette, je suis très satisfait du résultat. Donc on peut pas toujours faire une maquette, et c'est là où je pense qu'il faut utiliser du kit UI, du Tailwind pour le CSS, du Vuetify, du matériel, etc., etc. Mais il faut avoir une maquette quand on fait un projet, c'est obligatoire pour moi. Par projet, c'est plus judicieux, non? Je sais pas par projet ce que tu veux dire. Le tri, ce serait bien d'avoir le choix, mais pour la MVP, par langage, ça a l'avantage de pouvoir être plus simple à chercher. Ouais, je sais bien, si tu veux, le truc, c'est que j'aimerais bien que... comme je te dis, je pense que ça va se croiser entre des langages. C'est-à-dire que tu vas avoir un projet qui va utiliser CSS, un projet qui va utiliser juste HTML, CSS, un projet qui va utiliser JS, SAS, etc. Et donc tous ces trucs-là vont se croiser. Et le problématique d'avoir un affichage par langage, c'est que tu vas avoir beaucoup de doublons. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, je pense, et on va le prévoir d'ailleurs. Mais je pense que le premier affichage doit être un, un affichage par roadmap, entre guillemets, tu vois, parce que c'est ça la problématique. La problématique, c'est par quoi je commence? C'est ça, il faut répondre à cette problématique-là. Mais imaginons qu'on ait, je sais pas, deux boutons comme ça. Bon, là, ce sera sûrement pas deux boutons, parce que ce sera très moche si on fait ça. Mais, tiens, je savais pas que je pouvais faire comme ça. Bref. Apparemment, je peux faire comme ça. Ah bah oui, c'est cool. Vous voyez, je découvre des fonctions tous les jours. Du coup, là, ce serait une tab par langage, enfin par niveau. Ce sera pas des boutons, parce que ce sera très moche si c'est des boutons. C'est juste pour se souvenir de la fonctionnalité. Et un tri par langage. Et d'ailleurs, ce sera sûrement... Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut retrouver dans les boutons contextuels, dans les menus contextuels, vous voyez. C'est pour avoir une modale qui va s'ouvrir et qui va permettre de sélectionner un type de tri, par exemple. Mais je pense qu'il faut d'abord le voir en mode... D'ailleurs, on va peut-être pas appeler ça niveau, on va appeler ça en mode roadmap. Et tu vois, ça peut être intéressant parce que imagine qu'on fasse le test back-front et que dans le futur, on ait des cours, enfin pas des cours, mais des unités d'apprentissage avec des projets back et front, on peut, en cliquant sur roadmap, avoir sa roadmap personnalisée avec les niveaux ou les étapes. D'ailleurs, on devrait pas appeler ça étape, on devrait pas appeler ça niveau, on devrait appeler ça étape. Parce que c'est pas une question de niveau, c'est une question d'étape. Oui, étape au pluriel, c'est drôle, mais c'est pas qu'il y en a plusieurs là, c'est qu'il y en a plusieurs en général. Étape 1. Bon, on continuera. Alors demain, demain on fait peut-être un live. Je vous dis dans la journée, normalement demain on fera sûrement un live.
Si jamais c'est pas le cas, vous verrez, il y aura juste pas la prévision du live, la programmation. Je vais rester avec vous pour les dernières minutes pour répondre un peu à vos questions. En tout cas, voilà, on a fait ce matin un petit peu de wireframe, donc c'est cool. Ça prend du temps, vous voyez, en 1 heure, on fait pas, on fait pas beaucoup de choses, mais si on fait 1 heure tous les jours, bah, on va arriver au bout du projet au bout d'un moment. Alors, personnellement, je fais juste des wireframes. Oui, tu peux faire juste des wireframes, ça dépend ce que tu veux produire ensuite. Si tu veux, si, encore une fois, si derrière tu utilises un kit UI ou que tu utilises un, un ensemble de règles CSS prédéfinies, des choses, des éléments préfaits, entre guillemets, tu peux te contenter d'un wireframe, je pense. J'ai du mal à savoir. Pour trouver du travail dans le domaine, il est important de se spécialiser. Front, back, full stack, j'ai un passif de graphiste. Oui, spécialise-toi. Il faut se spécialiser au début. En fait, tout simplement parce que si tu déclares que tu es full stack, on va te faire tout faire. Et c'est un peu dur au début. Il vaut mieux se spécialiser d'abord dans un truc et après, de toute façon, tu seras amené à toucher à du back si tu fais du front, à toucher à du front si tu fais du back et tu vas de fait devenir full stack. Alors ça, c'est quelque chose que je disais dans une vidéo, c'est qu'il faut pas vouloir devenir full stack. En fait, on le devient. Tu peux pas dire je veux être dev full stack. Tu deviendras dev full stack. Il faut se concentrer sur quelque chose au début. Et si tu as fait du graphisme, enfin si tu étais graphiste, bah, développeur front, ça semble tout indiquer. Je m'amuse à faire les wireframes. Je vous redis les messages parce qu'ils doivent plus être affichés dans le chat du coup. Speed, je m'amuse à faire les wireframes pour les démos internes qui sont moins importantes. Ouais, bien sûr. Mir M, super intéressant, merci. Merci à toi. Ok, nice, merci pour ta réponse. Merci. Théophile, pourrais-tu faire une vidéo sur ta façon d'organiser un projet, genre si tu passes par Trello ou autre? Ouais, clairement. On le fera sûrement. Et puis de toute façon, bah, pourquoi pas le faire aussi sur ce projet-là, de voir comment est-ce qu'on ferait une gestion de projet dans ce projet-là. Et puis je vous montrerai. Et puis de toute façon, sachez que le matériel qu'on produit là, il servira sûrement dans des vidéos sur la chaîne principale après. Elira, disons qu'en général, sauf dans une start-up, ce sera rarement ton taf de tout faire, alors il est KMP. Ouais, il est important de cibler le milieu qui t'intéresse le plus. Exactement. Théophile, je suis pas dev, pour mes projets perso, j'ai beaucoup de mal à organiser. Genre, je commence par ça et ensuite je fais ça, etc. etc. Ouais, bah, il faut que tu écrives sur une feuille les différentes étapes que tu veux suivre et que tu t'y tiennes en fait. Et le Trello c'est pas mal, mais Trello c'est pas mal au jour le jour, je pense. C'est quand tu as défini tes différentes tâches et que tu veux les faire glisser pour la méthode agile. C'est parfait quand tu veux avoir ton sprint, ton backlog et que tu veux faire glisser tes cartes, les, mettre ta vélocité, etc. Là c'est vraiment top, mais c'est un peu difficile. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'organisation du coup si vous avez envie. Speed, ce qui me plairait personnellement, c'est de pouvoir sélectionner des projets à faire plus tard, mettre en favori. Ouais, pourquoi pas, ok. Bah ça, on va le rajouter dans la mind map. Vous voyez, il y a toujours le petit ID commu. Donc, mettre en favori un projet. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faudra peut-être revoir le terme étape, parce que c'est vrai que ce serait cool de pouvoir les faire dans n'importe quel ordre, en fait. Alors, Christophe, à demain, Hugo. À demain, Christophe. Ou quelque chose du genre. Ouais, on verra comment on fait. Gobu, bonjour, je m'excuse si la question a été posée, mais est-ce qu'il y aura des rediffs de ces lives matinales? Tu as une chaîne secondaire qui a été ouverte hier qui s'appelle Codesecool-VOD, sur laquelle tu retrouves le live quelques heures après. Je le mets direct en ligne. Pas trop dur le 4e matin? Non, ça va, franchement, ça me motive, hein, ça me donne de l'énergie pour le matin. C'est cool. Speed, surtout si t'es graphiste, je te conseille de commencer par le front. Ouais, je conseille aussi. Je pense que c'est quelque chose qui sera plus proche de la pratique actuelle d'un graphiste. Très bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit sûrement demain. Si vous voyez qu'il n'y a pas le live de programmé, c'est que demain il n'y aura pas de live. Mais je vais essayer de le faire demain. Il y a 90% de chances que je le fasse. J'ai envie qu'on avance un peu dessus. Et bah, je vous remercie d'avoir été là. Et, et je répondrai à vos autres questions demain du coup. Parce que là, il faut que j'y aille. Mais je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se revoit très très vite. Allez, ciao.
Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay